Cours de chimie organique. Les mécanismes des réactions en chimie organique. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Mécanismes des réactions en chimie organique. La connaissance des mécanismes des réactions est essentielle à la compréhension des réactions chimiques et biologiques. Divers outils fournissent des éléments utiles à leur connaissance. Les deux principaux sont l'étude de la cinétique et de la stéréochimie des réactions. L'utilisation d'isotopes et l'étude spectrale d'intermédiaires ont été souvent réalisées. Cinétique des réactions. Ordre des réactions. Définition. Considérons le cas très général d'une réaction opposant un nombre A de molécules du réactif grand A à un nombre B de molécules de grand B, conduisant à la formation de C molécules de produit grand C et de D molécules grand D. On détermine expérimentalement, en faisant varier la concentration des réactifs, une équation de vitesse qui est de la forme V est égal à K multiplié par la concentration de A à la puissance m multiplié par la concentration de B à la puissance n, K étant la constante de vitesse de la réaction. L'ordre des réactions est la somme m plus n des exposants. Selon les réactions, m plus n est égal ou différent de A plus B. Prenons des exemples et significations pratiques de l'ordre des réactions. Réaction d'ordre 2, biomoléculaire. Action d'une solution alcaline diluée sur un halogénure primaire. On constate expérimentalement que la vitesse est de la forme V est égal à K multiplié par la concentration de CH3Br à la puissance 1 et multiplié par la concentration de OH- à la puissance 1. On en déduit que la réaction ne comporte qu'une seule étape. Dans cet exemple, M plus N est égal à 2 car 1 plus 1 est égal à 2. La réaction s'écrit bromure de méthyle plus de la soude diluée donne le NaBr plus le méthanol. Prenons un autre exemple. Réaction d'ordre 1 monomoléculaire. Action d'une solution alcaline diluée sur un halogénure tertiaire. On constate expérimentalement que la vitesse est de la forme V est égal à K multiplié par la concentration du bromure tertiaire à la puissance 1. La vitesse de la réaction est indépendante de la concentration en OH-. On en déduit que la réaction comporte au moins deux étapes et seul le bromure de terbutyl est impliqué dans l'étape qui détermine la vitesse. Contrairement à ce que pouvait laisser penser la similitude de leur bilan, l'étude cinétique montre que ces deux réactions impliquent des mécanismes radicalement différents. Facteurs modifiant la vitesse des réactions. Influence de la température, influence ou le rôle du solvant, influence du catalyseur et influence de la pression. Influence de la température. La vitesse des réactions augmente avec la température. Ainsi, on chauffe des réactions trop lentes à la température ambiante. Inversement, certaines réactions trop rapides et donc trop exothermiques, lorsque l'on oppose les réactifs à température ambiante, sont réalisées à basse température. On évite ainsi des réactions secondaires, la réaction est plus sélective. Rôle du solvant. On désigne par le terme de solvatation l'association du solvant avec un ou plusieurs des constituants d'un mélange réactionnel, savoir un réactif, intermédiaire ou produit. Le choix du solvant est donc un élément essentiel. Les catalyseurs augmentent la vitesse des réactions. Ils n'interviennent pas dans le bilan de la réaction, on les retrouve inchangés en fin de réaction. Ils sont parfois susceptibles d'être recyclés. Ils sont souvent utilisés en faible quantité par rapport aux réactifs, à savoir des quantités catalytiques. Exemple de la réaction d'hydrogénation catalytique en présence du palladium ou de nickel où le catalyseur est en très faible quantité, environ 1 sur 10 000 équivalents éthyléniques. Influence de la pression. La plupart des réactions sont réalisées à pression atmosphérique. Cependant, si l'un des réactifs est gazeux, l'augmentation de la pression peut faciliter la réaction. Ainsi, les hydrogénations catalytiques difficiles, comme celle du noyau aromatique, sont réalisées sous pression. Intermédiaire de réaction.
Ce sont des entités instables qui se forment transitoirement dans les réactions. Ils peuvent être des molécules, mais également des ions, cations ou anions, ou des radicaux libres. Les carbocations. Il existe trois principaux modes de formation des carbocations. On note l'ionisation d'un dérivé halogéné, c'est-à-dire clivage hétérolytique de la liaison carbone-halogène, la protonation d'un alcool en milieu acide suivi du départ d'une molécule d'eau, et troisièmement, la protonation d'une double liaison. Les deux électrons présents dans l'orbital p de l'éthylénique forment la liaison avec le proton. Structure. Les carbocations sont hybridées sp2. La charge positive se trouve au niveau de l'orbital p non hybridé, qui est vide. Les carbocations sont stabilisées par les groupements donneurs d'électrons, à savoir plus I ou plus M. L'effet plus M, la charge positive du carbocation allyle est répartie sur deux atomes, ce qui stabilise le carbocation. Radicaux libres. Formation. Les radicaux libres se forment par clivage homolytique à partie égale d'une simple liaison. Chaque atome récupérant un des électrons de liaison. Les électrons célibataires sont figurés par un point. La formation des radicaux libres nécessite la présence de promoteurs de radicaux dont les trois principaux types sont la lumière, la température et les peroxydes. Le carbone portant l'électron célibataire est hybridé sp3. L'électron célibataire se trouve donc dans l'une des orbitales hybridées. Les radicaux s'inversent rapidement selon l'équilibre ci-dessous. Les radicaux tertiaires sont plus stables que les radicaux secondaires, eux-mêmes plus stables que les radicaux primaires. Les radicaux libres peuvent être stabilisés par conjugaison avec une insaturation comme pour le radical allyle. Dans ce dernier cas, le carbone radicalaire est hybridé sp2. Carbanions. La formation. Deux processus principaux conduisent à des carbanions. L'ionisation des organométalliques, comme le montre la réaction ci-dessous, et l'arrachement d'un proton mobile par une base forte. Structure. Le carbone portant la charge est hybride sp2 ou sp3. Les carbanions alkyles sont hybridés sp3. Ils s'inversent rapidement. Ils sont stabilisés par les groupements attracteurs, à savoir les effets -I ou -M, et déstabilisés par les groupements donneurs. Les carbanions alkyles primaires seront plus stables que les carbanions secondaires et eux-mêmes plus stables que les carbanions tertiaires. Diagramme énergétique de réaction. Diagramme d'une réaction en une seule étape. Les réactions ne peuvent avoir lieu que si l'énergie des réactifs est supérieure à celle des produits. Il est nécessaire d'apporter de l'énergie au système pour que la réaction ait lieu. Cette énergie est l'énergie d'activation qui est généralement de la chaleur. Le maximum de la courbe correspond à l'état de transition. Les états de transition sont trop instables pour que leur structure puisse être étudiée expérimentalement. Diagramme d'une réaction en deux étapes. Le diagramme d'une telle réaction présente un minimum relatif qui correspond à l'énergie de l'intermédiaire réactionnel. Dans l'exemple présenté, l'énergie d'activation 2 inférieure à l'énergie d'activation 1, ce qui signifie que la seconde étape de la réaction est plus rapide et plus facile. Si l'énergie d'activation 2 est trop inférieure de l'énergie d'activation 1, la vitesse de la réaction est celle de la première étape de la réaction. Classement des réactions. Le classement repose sur deux critères. La nature du processus impliqué, à savoir s'agit-il d'une addition, d'une substitution, d'une élimination ou d'une transposition. Le second critère est la particule en elle-même à l'origine de la réaction. S'agit-il d'un anion? Sachant qu'un anion est une particule riche en électrons qui recherche des zones pauvres en électrons et aura un comportement nucléophile. S'agit-il d'un cation? Un cation est une particule pauvre en électrons recherchant des zones riches en électrons
et qui aura un comportement électrophile. Ou s'agit-il de radicaux libres? Mécanisme de quelques réactions. L'addition radicalaire, AR. Les réactions radicalaires comportent trois phases. Une phase d'initiation, une phase de propagation et la dernière, arrêt ou terminaison. Dans cet exemple, la rupture de la liaison entre les deux oxygènes donne deux radicaux benzoyles. Les radicaux benzoyles se clivent pour donner des radicaux phényles qui réagissent avec de l'acide bromédrique pour former du benzène et des radicaux brome. La phase de propagation correspond à la réaction proprement dite. Elle comporte deux étapes successives. La seconde forme le produit de la réaction et redonne les radicaux brome susceptibles de réagir sur d'autres molécules éthyléniques. Ce processus constitue une réaction en chaîne. En dernier, la réaction radicalaire s'est développée et il existe une concentration importante de radicaux. Les collisions entre les trois radicaux les plus abondants vont avoir lieu conduisant à des réactions secondaires. Il s'agit de la dernière phase d'arrêt ou terminaison. Orientation de l'addition. Règle de Karash. La réaction est régiosélective, car il se forme un seul des deux isomères a priori possibles à partir du propène. L'orientation de la réaction est formulée dans la règle de Karash. Dans les additions radicalaires hydracides sur des éthyléniques, l'halogène se fixe sur le carbone le moins substitué. On peut dire également que l'halogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. L'orientation de la réaction s'interprète par la stabilité du radical intermédiaire. Le radical secondaire est plus stable que le radical primaire. L'énergie d'activation est moindre. Il se forme plus facilement. Addition ionique. L'addition hydracide sur un éthylénique en l'absence de peroxyde est une addition électrophile, car elle est initiée par une particule électrophile H+. Cette réaction comporte deux étapes. Une étape lente, formation d'un carbocation intermédiaire. Cette première étape est lente. Elle conduit à la formation d'un carbocation par protonation de la double liaison. Et l'étape rapide, l'anion bromure réagit avec le carbocation. Il s'agit d'une attaque nucléophile de l'anion bromure sur le carbocation. La vitesse de la réaction est déterminée par l'étape la plus lente. Elle est d'ordre 1. Orientation, règle de Markovnikov. La réaction est régiosélective. Dans les additions ioniques électrophiles, l'halogène se fixe sur le carbone le plus substitué. On obtient donc ainsi un produit isomère de position de celui obtenu dans des conditions radicalaires. La protonation est l'étape difficile. L'étape longue de la réaction, elle conduit à la formation d'un carbocation. La stabilité du carbocation intermédiaire détermine l'orientation de la réaction. Il se forme le carbocation secondaire stabilisé par deux effets plus I. Transaddition électrophile du brome sur les éthyléniques. Ici, le bilan de l'addition ionique d'halogène sur un éthylénique. Il s'agit d'une réaction deux étapes avec formation d'un cation bromonium intermédiaire. Première étape, la formation du cation bromonium. Le cation bromonium est un ion ponté. Il résulte de la fixation du brome sur l'une des faces de l'éthylénique. Le brome ne porte une charge positive car l'un de ses doublets a servi à former l'une des liaisons avec le carbone. Cette première étape revient à l'attaque d'un ion Br+. Il s'agit donc d'une attaque électrophile. Le plan défini par les deux carbones et l'atome de brome est perpendiculaire à celui défini par les quatre hydrogènes. La seconde étape est la réaction de l'anion bromure avec le cation bromonium. L'ion bromure vient attaquer l'un des carbones du cation bromonium du côté opposé au brome déjà fixé car le brome est volumineux. Il masque totalement la face de l'éthylénique sur laquelle il est fixé. Stéréochimie de la réaction. C'est une réaction de transaddition électrophile. Les deux groupes s'additionnent de part et d'autre de l'éthylénique. Afin d'étudier la stéréochimie de la transaddition, considérons un éthylénique dont les deux carbones sont substitués par quatre groupements différents.
Comme la molécule est plane, l'ion bromonium se fixe d'un côté ou de l'autre de l'éthylénique. Le brome est volumineux, il occupe toute une face de l'éthylénique. Dans un second temps, l'ion bromure ne peut attaquer, en raison de l'encombrement du brome déjà fixé, que sur l'autre face du cation intermédiaire. L'attaque de l'ion bromure a lieu sur le carbone le moins encombré. Dans l'exemple présenté, on suppose que R3 et R4 sont plus petits que R1 et R2. Si les encombrements étaient comparables, l'attaque se ferait sur les deux carbones. Dans tous les cas, il se forme donc un racémique, sauf dans des cas particuliers où l'on obtient ce produit achiral. Substitution nucléophile d'ordre 1, noté SN1. Il s'agit d'une réaction en deux étapes. L'étude cinétique de la réaction indique que la réaction est d'ordre 1 et que seul le bromure tertiaire est présent dans l'étape lente qui détermine la vitesse de la réaction. Notez, V est égal à K, concentration du bromure de terre-butyle. Étape lente, ionisation de l'halogénure conduisant à un carbocation. Une seconde étape, rapide, il s'agit de la réaction du carbocation avec le nucléophile. Il s'agit d'une attaque nucléophile rapide de l'anion hydroxyle sur le carbocation. Stéréochimie de la SN1. Lorsque le carbone porteur de l'halogène est chiral, la SN1 s'accompagne d'une racémisation. En effet, le carbocation intermédiaire est plan. L'attaque du nucléophile a lieu avec la même probabilité sur chaque face du carbocation. Substitution nucléophile d'ordre 2, noté SN2. Prenons la réaction d'un bromure primaire en milieu faiblement basique conduisant à un alcool. Mécanisme de la SN2. La cinétique V est égale à K multiplié par la concentration du bromure de méthyle multiplié par la concentration de OH- indique que la réaction ne comporte qu'une seule étape. Le départ du brome et l'arrivée du nucléophile sont simultanés. C'est un processus synchrone. Le maximum du diagramme énergétique correspond à l'état de transition dont l'instabilité interdit toute étude structurelle. Stéréochimie de la SN2. La stéréochimie de la SN2 ne peut être étudiée sur les halogénures primaires car ils ne sont pas chiraux. Certains halogénures secondaires donnent des réactions de SN2 et peuvent ainsi servir à l'étude de la stéréochimie. Lors de la SN2, le centre chiral est inversé. On note inversion de Walden. Le terme inversion du centre chiral désigne le processus stéréochimique. Cela ne signifie pas, par exemple, qu'un dérivé R conduira obligatoirement à un composé de configuration S. Élimination d'ordre 1, noté E1. Exemple de la réaction d'un bromure tertiaire en milieu faiblement basique. Il y a parfois compétition entre la SN1 et E1. La réaction E1 est une réaction secondaire parfois observée lors de la SN1. La E1 à partir des halogénures n'est pas un mode de synthèse efficace des éthyléniques. La E2 est plus appropriée. La cinétique est du premier ordre. La réaction comporte deux étapes. La première est lente et conduit à la formation du carbocation intermédiaire. Dans la seconde étape, le carbocation perd un proton pour former l'éthylénique. Élimination d'ordre 2, noté E2. Mécanisme concerté de la E2. Prenons l'exemple de la réaction d'un halogénure primaire, secondaire ou tertiaire en présence d'une base forte. La cinétique est d'ordre 2. La réaction ne comporte qu'une seule étape. Le processus est synchrone. Le départ de l'halogène est simultané avec l'arrachement du proton par la base. Stéréochimie de la E2. Les deux groupements qui s'éliminent sont en position antipériplanaire. La stéréochimie du dérivé halogéné détermine celle de l'éthylénique. Basicité, nucléophilie. Un réactif anionique peut se comporter comme une base ou comme un nucléophile. La base arrache un proton. Le nucléophile réagit avec les zones pauvres en électrons pour donner des substitutions nucléophiles ou des additions.
nucléophile. D'une manière générale, la réactivité est conditionnée par l'électronégativité de l'élément qui porte une charge négative ou un doublet d'électrons à parier. Ainsi, les éléments les moins électronégatifs correspondent aux anions les plus électronégatifs. Certains réactifs anioniques se comportent à la fois comme des bases et comme des nucléophiles. Exemple, NaOH, dilué, doit être surtout considéré comme un nucléophile. Les alcoolates, tels que CH3ONa et C2H5ONa, se comportent selon le réactif auquel ils sont opposés, soit comme des bases fortes ou des nucléophiles. L'encombrement au voisinage du site anionique gêne les attaques nucléophiles, mais pas le comportement basique. Ainsi, le terbutylate de potassium est une base très forte, mais n'est pas un nucléophile. L'ammoniac et les amines ne comportent pas de charge négative entièrement, mais un doublet d'électrons. L'ammoniac et les amines primaires et secondaires sont surtout des nucléophiles. Les amines tertiaires sont de mauvais nucléophiles. Elles sont utilisées comme base. NaNH2, l'amidure de sodium, est une base très forte, mais n'est pas nucléophile.